Bonjour à tous, je m'appelle Rémi Demol et j'ai le plaisir de vous présenter mes travaux de thèse qui s'intitulent Production d'hydrogène issu de gazification de biomasse, modélisation, analyse technico-économique et environnementale de solutions innovantes. Ces travaux ont été réalisés à l'Université de Lorraine sous la direction de Guylain Mauviel et Yann Rogaume. En guise d'introduction à cette thématique, le développement de l'humanité s'est fait de pair avec une consommation toujours croissante en énergie pour remplir les besoins de chaleur et de mobilité. La révolution industrielle a été possible avec l'extraction du charbon. Plus tard, le pétrole et le gaz naturel se sont ajoutés. Plus récemment, les énergies dites renouvelables modernes, se sont développées également. La biomasse est historiquement et encore de nos jours la première des énergies renouvelables. Par ailleurs, il faut noter que l'arrivée d'une nouvelle énergie ne se substitue pas à la précédente. Autrement dit, nous n'avons jamais extrait et brûlé autant de charbon que ces dernières années. Le recours accru aux énergies fossiles pose de nombreux enjeux. En effet, cet usage croissant d'énergie fossile pose le problème des émissions de gaz à effet de serre, et en d'autres termes, le réchauffement climatique. L'augmentation de la température depuis les années 1850 est attribuable aux émissions anthropogéniques de gaz à effet de serre, comme l'illustre cette figure issue du 6e rapport du GIEC, publié cette année. Les 410 parties par million de CO2 mesurées en 2019 sont la cause d'une hausse moyenne de la température sur la Terre et dans les océans. De nombreuses conséquences en résultent, telles que l'acidification des océans, la modification des biotopes terrestres qui impactent la biodiversité et mettent en péril l'alimentation humaine notamment. Pour minimiser ces effets, la France est dotée d'une politique qui vise à atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050 et ainsi passer de 450 millions de tonnes de CO2 équivalentes en 2015 pour passer à 85 millions de tonnes de CO2 équivalentes à l'horizon 2050. L'un des leviers pour atteindre ces objectifs est de diminuer les émissions du secteur de l'énergie, et le contexte énergétique français vous est présenté sur cette figure. En 2020, la consommation d'énergie primaire au niveau français s'établissait à un peu moins de 230 millions de tonnes équivalent pétrole, parmi lesquelles 13% consistaient en des énergies renouvelables. Dans le détail, le bois énergie, représenté avec ses 9,1 millions de tonnes équivalent pétrole, représentait donc un tiers de ces énergies renouvelables. Dans ce contexte, la ressource forestière peut se placer au cœur des enjeux de réduction des gaz à effet de serre. Si l'on regarde la morphologie d'un arbre, on a différentes parties de l'arbre qui peut être valorisée de différentes manières. Tout d'abord, la partie la plus noble, le volume de bois fort, c'est-à-dire le tronc, sera destiné à des applications telles que la construction, l'ameublement ou encore la formation de charpente. Les autres parties de l'arbre, constituées de branches, ne peuvent pas être valorisées en tant que matière, mais peuvent être valorisées énergétiquement par combustion pour former des carburants gazeux ou liquides ou encore pour former un charbon de biomasse que je vais par la suite, un charbon de bois donc que je vais par la suite appeler biochar. Ces utilisations énergétiques sont aussi associées à des émissions de dioxyde de carbone ainsi que d'autres polluants plus minoritaires, mais qui peuvent être problématiques cependant. Finalement, quand le bois n'est pas valorisé sur place, il peut être la cause d'une émission non seulement de CO2 lors de sa dégradation, et de manière plus problématique, des émissions de méthane. Ce gaz est particulièrement nocif puisqu'il a un potentiel de réchauffement climatique bien supérieur au CO2. Nous avons pu donc distinguer des applications énergétiques, à visée énergétique, d'applications à visée de séquestration. Dans la partie énergétique, évidemment, le carbone n'est pas séquestré à long terme puisqu'il est réémis à l'atmosphère, tandis que pour des applications matières ou pour l'application de biochar, lorsqu'il est séquestré et non pas brûlé, le carbone est alors séquestré sur une longue période. L'enjeu est également de viser une meilleure utilisation de la ressource, tant du point de vue de l'efficacité que des rejets de polluants. La disponibilité du bois énergie au niveau français s'établissait aux alentours de 23 millions de mètres cubes par an
sur la période 2011-2015 et pourrait atteindre 27 à 34 millions de mètres cubes par an à l'horizon 2035, d'après différents scénarios établis par l'IGN. Si l'on regarde davantage sur la région Grand Est, vous voyez ici la répartition de la ressource sur le territoire du Grand Est, et puis sur le graphique au centre, donc la production sur la période 2015-2017 s'établissait à 4,7 millions de mètres cubes par an pour le bois industrie et bois énergie, donc les parties les moins nobles de l'arbre. Donc sur cette première période, et la quantité de bois industrie énergie pourrait atteindre 5,6 à 6,6 millions de mètres cubes par an à l'horizon 2033-2037. Néanmoins, et ceci en relation avec le réchauffement climatique, il existe des incertitudes sur la disponibilité effective à cet horizon. En particulier, les impacts du changement climatique sur la ressource forestière, ce sont la modification du régime des précipitations, la réduction des surfaces émergées ou encore la migration de la biosphère et des zones climatiques vers les pôles, ce qui peut engendrer l'apparition de parasites ou encore une mauvaise adaptation aux espèces actuelles. L'hydrogène est également vu comme un vecteur pouvant aider à la transition énergétique. L'intérêt de ce vecteur énergétique est qu'il n'émet pas de CO2 lors de son utilisation, contrairement à sa production. Et c'est bien là tout le problème. De nouvelles applications sont visées, telles que la mobilité avec les voitures, ou les camions, les trains à hydrogène, le stockage des énergies renouvelables intermittentes électriques. Enfin, nous avons également le verdissement du réseau gazier qui pourrait être visé, soit directement en injectant l'hydrogène dans le réseau de gaz naturel, soit par une étape de méthanation. L'hydrogène industriel, la principale et quasiment la seule utilisation de l'hydrogène actuellement, en France, cela représente environ 1 million de tonnes par an. Les objectifs de la politique pluriannuelle de l'énergie est de fixer la part de l'hydrogène d'origine renouvelable à 10% d'ici 2023 et à 40% d'ici 2040. Venons-en maintenant à la production d'hydrogène, justement. On peut distinguer deux types de production. Une production dédiée d'hydrogène. Dans ce cas, le produit visé est réellement l'hydrogène, que l'on peut distinguer d'une production secondaire. C'est un produit secondaire, notamment de la production du chlore. Concernant la production dédiée, elle est très majoritairement issue de réformage du gaz naturel ou encore de la gazéification du charbon, essentiellement dans un contexte asiatique. Sur un ensemble de 117 millions de tonnes d'hydrogène produites en 2019, seuls moins de 0,4 millions de tonnes étaient issues de renouvelables et pouvaient ainsi être qualifiées d'hydrogène renouvelable. Côté consommation, on distingue deux applications, l'hydrogène pur, de l'hydrogène en mélange avec d'autres gaz. L'hydrogène pur est utilisé essentiellement pour la synthèse de l'ammoniac, qui sera utilisé par la suite pour la création de fertilisants, pour la production de fertilisants. Nous avons également des applications en raffinage, pour une visée plutôt de transport. Concernant l'hydrogène en mélange, quand il est mélangé avec du monoxyde de carbone, il peut servir à la synthèse du méthanol ou encore pour l'industrie sidérurgique ou encore de la production de chaleur haute température. L'application des véhicules à hydrogène représente une part vraiment infinitésimale puisque la consommation représentait moins de 0,009% de la consommation totale en 2019. La production d'hydrogène renouvelable peut soit être issue d'électrolyse, c'est la méthode de production dont on entend le plus parler. Elle nécessite cependant une électricité bas carbone, qu'elle soit d'origine renouvelable ou d'origine nucléaire. C'est l'option qui est plutôt privilégiée actuellement dans le contexte français. La gazéification de biomasse est une autre méthode de production. Cela consiste à oxyder partiellement le combustible solide pour former un gaz de synthèse, que je vais par la suite appeler également syngas, composé de monoxyde de carbone, d'hydrogène, de méthane
d'hydrocarbures légers à 2 carbone et plus, ainsi qu'un peu de dioxyde de carbone. D'autres produits formés à cette occasion sont les goudrons ou encore les hydrocarbures aromatiques polycycliques. Suivant la composition de la biomasse en entrée, vous pouvez avoir la formation d'ammoniac, de composés chlorés ou composés soufrés encore. Un schéma du procédé vous est présenté ci-dessous. Après la gasification, on obtient donc notre gaz de synthèse qu'il convient de purifier suivant différentes étapes. On peut également ajouter des réacteurs catalytiques pour augmenter le rendement en hydrogène. Finalement, la séparation de l'hydrogène permet de récupérer notre produit et le reste du gaz peut être valorisé sous forme de chaleur, en le brûlant tout simplement. L'approche que nous avons adoptée est de faire l'état des lieux de la ressource. C'est une ressource à l'échelle du Grand Est qui est dispersée. C'est d'ailleurs le cas pour les autres régions françaises. La ressource est donc dispersée et par ailleurs, la biomasse a une faible densité énergétique si on la compare évidemment aux énergies fossiles traditionnelles. Si bien que pour minimiser les impacts tant sociétaux que environnementaux et également pour le coût, nous visons une minimisation des distances de transport et c'est pourquoi les unités visées sont de taille territoriale, en d'autres termes, pour de l'ordre de 20 MW de puissance 130 de biomasse, c'est-à-dire un approvisionnement autour de 50 000 km autour de l'unité environ, et pour une quantité de bois de 30 000 tonnes par an. Nous visons la production d'hydrogène, de chaleur et de biochar dans certains scénarios. Par ailleurs, étant donné que nous visons la production de chaleur pour garantir une efficacité globale élevée de l'unité, il est important de voir quels sont les exutoires potentiels de chaleur. Et on se rend compte que les exutoires, donc les consommateurs de chaleur, ont une quantité limitée. La quantité de chaleur admissible par ces sites est relativement limitée, ce qui vient conforter notre choix d'une unité territoriale et ainsi produire peu de chaleur qui peut être assurément valorisée. Nous avons, au cours de ces travaux, bâti un modèle très détaillé de modélisation sur l'ensemble des scénarios visés pour établir des bilans matière-énergie très détaillés et également à estimer l'ensemble des consommables effluents de notre procédé. Les conditions de rentabilité de ce type d'unité peuvent être évaluées sur une base technico-économique et évaluation des impacts à partir des données issues de la modélisation. Le plan de la présentation vous est présenté ici. Nous allons donc, pour bâtir nos critères de rentabilité économique et environnementale, nous avons besoin de la modélisation de procédés. Et au sein de la modélisation de procédés, une étape importante est la réduction des goudrons de gazification. Et nous allons plus précisément étudier l'oxydation partielle de goudrons de gazification. C'est l'objet de cette première partie. Donc les goudrons sont connus comme un verrou de la gazification. En effet, leur présence engendre des dysfonctionnements pour les équipements, ainsi que leur obstruction, ce qui engendre des coûts de maintenance plus élevés et une disponibilité réduite des équipements. Cela va également diminuer l'efficacité énergétique de l'opération de gazification. Différentes méthodes existent pour réduire cette quantité de goudron, soit des méthodes primaires qui visent à éviter la formation de ces espèces, soit des méthodes secondaires qui visent à abattre ces espèces. On combine généralement plusieurs techniques pour atteindre les niveaux de pureté requis. Ensuite, nous allons nous intéresser plus précisément aux méthodes à haute température, des méthodes secondaires, soit le craquage thermique, qui utilise une source de chaleur externe pour abattre la quantité de goudron, suivant des mécanismes cinétiques. Nous avons également le craquage catalytique. L'ajout d'un catalyseur permet de diminuer la quantité de chaleur nécessaire pour réduire la quantité de goudron. Finalement, l'oxydation partielle permet, avec une addition d'oxygène, une faible addition d'oxygène, d'élever la température et de là également engendrer la diminution, la destruction de ces espèces, des goudrons. L'unité d'oxydation partielle, également, que je vais également noter POX par la suite, va venir s'intégrer
en aval de la gazéification, avant des étapes de lavage et de mise en valeur, d'augmentation du rendement en hydrogène avec les réacteurs catalytiques. Des expériences d'oxydation partielle ont été réalisées dans la littérature, mais elles se sont limitées à des molécules modèles, ou encore à l'oxydation partielle de vapeur de pyrolyse, ce qui est un système différent du nôtre. Ainsi, l'objet est donc d'obtenir des données expérimentales. Par ailleurs, du point de vue de la modélisation des procédés, des modèles qui tiennent en compte ces espèces sont limités à un certain nombre d'espèces et seulement quelques cinétiques de réaction. Notre objectif est ainsi de valider un modèle cinétique d'oxydation partielle de goudron, de gazéification sur un gaz de synthèse réel. Voici le pilote utilisé pour réaliser les expériences qui ont été faites par mon collègue Miguel Ruiz. Vous avez tout d'abord à droite le système d'alimentation en combustible, suivi du gazéifieur, un liquidisé bouillonnant chauffé à la paroi, ensuite un cyclone, et finalement sur la photo du bas, vous voyez l'unité d'oxydation partielle. Dans une première série de tests, donc les tests ont été réalisés sans inclure l'unité d'oxydation partielle, tandis que dans la seconde partie, l'unité d'oxydation partielle a été connectée en aval du gazéifieur pour cette seconde série. Voici le schéma de l'oxydation partielle. Donc, elle se situe encore une fois en aval de la gazéification. Les conditions de gazéification ont été maintenues constantes pour l'ensemble des tests, une température de gazéification à 800 degrés, avec un ratio équivalent d'air de 0,25. Par la suite, nous avons l'unité d'oxydation partielle et en aval, l'analyse avancée des goudrons par micro-GC pour les gaz permanents et par GC-HPLC pour les goudrons. Ces analyses ont été réalisées encore une fois par mon collègue Miguel Ruiz. Le syngas issu du gazéifieur suit ce trajet, représenté sur le schéma, tandis que l'air va être injecté avec un brûleur coaxial hélicoïdal à gaz non pré-mélangé, ce qui va nous permettre d'améliorer le micro-mélange local. Le ratio équivalent d'air était fixé à 0,1 pour les résultats que je vais vous présenter ici. En effet, vous pouvez voir les tendances générales obtenues à l'échelle pilote expérimentale. On constate une production de monoxyde de carbone, d'acétylène et d'hydrogène dans le cas où nous avons notre unité d'oxydation partielle par rapport aux essais de référence de gazéification au sol. Par ailleurs, nous constatons une réduction des hydrocarbures légers. Et en ce qui concerne les goudrons, les espèces qui nous intéressent davantage dans ces travaux, nous constatons une réduction de l'ensemble des goudrons et en particulier les espèces les plus légères. Vous avez ici différentes classes de goudrons et nous allons détailler ce que cela cache derrière ces numéros de classe. Donc voici l'ensemble des molécules qui ont pu être quantifiées. Et selon l'ECN, on peut distinguer différentes classes qui vont se distinguer par le nombre de cycles aromatiques qu'ils contiennent ou encore la présence ou non d'hétéroatomes. Nous avons par la suite voulu confronter ces résultats expérimentaux à un modèle cinétique disponible dans les littératures. C'est le modèle de Daack, publié en 2019, qui a été élaboré dans ce laboratoire. Il consiste en la modélisation de l'oxydation de la biomasse, la formation des goudrons et leur oxydation. On peut constater que l'ensemble des espèces ne sont pas inclus dans ce modèle. Le travail suivant a donc été d'inclure ces autres espèces, et cela à la droite de l'écran, et cela a été possible grâce au modèle de Norinaga pour la pyrolyse et l'oxydation d'hydrocarbures aromatiques polycycliques lourds, de 10 carbone à 24 carbone. Finalement, en utilisant un modèle cinétique combinant ces deux mécanismes, nous avons abouti à un modèle de plus de 5300 réactions et plus de 800 espèces. Par ailleurs, nous avons tenté également d'inclure un modèle de prédiction de formation de suie en considérant les composés de plus de 20 carbone comme précurseurs de suie selon ces deux réactions.
L'ensemble de ce modèle a ensuite été mis dans un modèle piston 1D. L'unité d'oxydation partielle a été donc assimilée à un réacteur piston dimension de la chambre de réaction. L'air et le gaz de synthèse sont supposés parfaitement mélangés à l'entrée. Voici les résultats obtenus pour une condition expérimentale. On constate dans l'ensemble une bonne prédiction du modèle vis-à-vis des résultats expérimentaux. En particulier pour les gaz permanents, nous obtenons un bon accord général. Toutefois, nous surconsommons l'oxygène dans la modélisation. Ceci pourrait être amélioré par la suite. Par ailleurs, les hydrocarbures légers présentent également un bon accord entre modèle et expérience. Pour l'acétylène, néanmoins, nous avons une surconsommation dans le modèle. Ceci pourrait être dû, la conséquence de notre modèle de formation de suie qui consomme cette espèce. Enfin, pour les goudrons, qui ont été regroupés par classe de goudron, comme présenté précédemment, nous avons également un bon accord entre le modèle, les résultats du modèle et les résultats expérimentaux. Finalement, nous avons pu évaluer la quantité de suie estimée formée d'après le modèle. Malheureusement, nous n'avons pas pu comparer ces données avec des données expérimentales, par manque de ces données précisément. En guise de conclusion de cette partie, donc mon collègue a pu établir la composition détaillée du gaz de synthèse et des goudrons à l'échelle pilote. Par ailleurs, nous avons établi un modèle cinétique radicalaire qui a été étendu et validé avec un gaz de synthèse réel, qui a ensuite été inclus dans un modèle piston 1D, capable de prédire, d'obtenir une bonne prédiction de la composition de sortie. En guise de perspective, nous avons le couplage de ce modèle cinétique avec un logiciel de simulation de procédé, en l'occurrence Aspen+, que je vais vous détailler par la suite. Ce modèle cinétique pourrait également être utilisé en simulation CFD pour avoir davantage d'informations sur l'hydrodynamique de la phase gazeuse, qui est très différent d'un écoulement piston, on peut le pressentir. Et ceci nous permettrait de connaître la présence de points chauds, notamment dans la zone de mélange. Venons-en maintenant à la simulation de procédés. Nous allons prendre un peu de recul et considérer l'ensemble des voies de valorisation considérées. Donc pour la production d'hydrogène issu de biomasse, nous pouvons reprendre ce schéma qui consiste d'abord en une gasification sous oxygène et vapeur d'eau. Ces conditions nous permettent à la fois d'éviter la dilution par l'azote de l'air en cas d'une gasification sous air, et par ailleurs, l'ajout de vapeur va permettre de contribuer à avoir un meilleur rendement en hydrogène. Ensuite, nous incluons l'unité d'oxydation partielle en aval du gazéifieur. Puis, pour maximiser encore le rendement en hydrogène, nous pouvons utiliser des réacteurs catalytiques de réformage à la vapeur et de water gas shift. Finalement, une étape de lavage du syngas nous permet d'abattre un certain nombre d'espèces résiduaires et de condenser l'eau avant de pouvoir réaliser la séparation de l'hydrogène et valoriser l'autre partie du syngas qui n'est pas valorisée sous forme de chaleur. Le couplage gazéifieur-réacteur catalytique a été évalué à l'échelle expérimentale par l'équipe de Corella. Par ailleurs, un nouveau concept, celui de pyrolysotherme, est apparu ces dernières années. Il consiste à diminuer la part d'oxygène fournie au gazéifieur pour passer dans les conditions de gazification d'environ 800 degrés à seulement 500-600 degrés, puisque nous réduisons la quantité d'oxygène et ainsi la quantité de chaleur fournie au système. La conséquence de la diminution de la température est la formation non seulement d'un gaz de synthèse riche en goudron, et par ailleurs, l'oxydation du charbon formé n'est pas totale comme en gazification, et nous allons former un résidu solide, le biochar. Les scénarios de valorisation envisagés sont tout d'abord donc le scénario de gazification suivi des réacteurs catalytiques en vue de maximiser la production d'hydrogène.
Un deuxième scénario que l'on pourrait qualifier de dégradé ne tient pas en compte de réacteurs catalytiques, l'objectif étant d'avoir un système plus robuste et potentiellement moins cher. Finalement, nous envisageons dans une troisième voie la pyrolyse, la formation d'hydrogène par pyrolyse autotherme suivie d'oxydation partielle pour la production non seulement d'hydrogène de chaleur, mais également un troisième produit, le biochar. Quelques mots maintenant à propos de la modélisation. Donc, nous avons tout d'abord utilisé des données expérimentales pour estimer la composition en sortie du gazéifieur sous oxygène vapeur d'eau. En effet, les modèles actuels ne sont pas à même de prédire une composition suffisamment détaillée de toutes les espèces qui peuvent sortir d'un gazéifieur. Ensuite, au niveau des réacteurs catalytiques, nous avons pu utiliser un modèle cinétique basé sur des expériences réalisées au laboratoire. Ensuite, le laveur humide a été modélisé à partir de données expérimentales obtenues à l'échelle pilote sur le pilote de gazéification du Lermab à Épinal. La séparation de l'hydrogène s'effectue par deux technologies différentes, une séparation membranaire, et dans ce cas, nous avons utilisé le logiciel MEMSIC, et également une autre technologie, la technologie d'adsorption modulée en pression, technologie PSA. Nous avons également dû bâtir un modèle pour le pyrolyseur autotherme, et en particulier un modèle hydrodynamique du lisse fluidisé, couplé à un modèle cinétique détaillé de type Ranzi, et ainsi que modèle cinétique pour la phase homogène. L'unité d'oxydation partielle que je vous ai présentée précédemment a été couplée également à la simulation sous Aspen+. Finalement, la valorisation du gaz résiduel après la séparation d'hydrogène peut être brûlée pour former de la chaleur et estimer les polluants résultants. Quelques mots à propos de la séparation d'hydrogène. Dans le scénario de maximisation de la production d'hydrogène, nous pouvons directement envoyer notre gaz de synthèse sur une unité d'adsorption modulée en pression, procédé PSA. Ce n'est malheureusement pas le cas dans les autres scénarios de valorisation, puisque nous avons des concentrations d'hydrogène bien inférieures. Et c'est pourquoi nous avons bâti un modèle de séparation, une architecture de procédés hybrides combinant deux technologie membranaire, tout d'abord, suivie d'une technologie PSA. La membrane va nous servir de préconcentrateur en hydrogène avant de pouvoir envoyer notre gaz de synthèse plus riche en hydrogène vers l'unité PSA. Nous avons pu faire varier différents paramètres, en particulier la pression en aval de la membrane, en amont également de la membrane, ou encore la surface de la membrane. Pour déterminer l'architecture pseudo-optimale, nous avons couplé ces résultats avec des équations de coût et évalué le coût spécifique de la séparation d'hydrogène, que vous avez représenté à droite en faisant varier les différents paramètres évoqués. Le coût spécifique de la séparation dans le premier scénario s'établissait à 60 centimes par kilogramme d'hydrogène avec une seule étape de PSA hydrogène. Dans les deux autres cas, nous couplons membrane et PSA et nous aboutissons à des coûts spécifiques de séparation de l'ordre de 90 centimes pour la gasification et 1,10 € quasiment par kilogramme d'hydrogène pour le procédé de pyrolyse autotherme. Les produits obtenus vous sont présentés ici. Vous avez tout d'abord une comparaison de l'efficacité nette globale entre nos différents scénarios qui s'établissent entre 75% et jusqu'à 80%. Dans le premier scénario qui vise la maximisation d'hydrogène, nous avons un rendement en hydrogène à 52% net, ce qui nous amène à un rendement de 79 grammes d'hydrogène par kilogramme de biomasse. Dans le deuxième scénario, nous produisons davantage de chaleur, 60% en rendement, et moins d'hydrogène. Finalement, dans le dernier scénario, nous produisons un peu d'hydrogène, un peu plus de chaleur, et également
du biochar pour 110 grammes de biochar par kilogramme de biomasse, d'après notre estimation. Quelques mots sur le bilan d'hydrogène maintenant. Donc vous avez ici l'évolution du flux, de la quantité d'hydrogène le long du procédé, du débit d'hydrogène. On constate après l'oxydation partielle une réduction modérée de l'hydrogène. Ce fait est néanmoins nécessaire pour abaisser la quantité de goudron et pouvoir ensuite injecter notre gaz de synthèse dans des réacteurs catalytiques. À l'issue des réacteurs catalytiques, nous obtenons un rendement en hydrogène de 107 grammes d'hydrogène par kilogramme de biomasse. Cette valeur est à comparer avec des valeurs expérimentales obtenues par l'équipe de Corella à 140 grammes d'hydrogène par kilogramme de biomasse. Le système néanmoins est un peu différent, d'où la différence entre ces deux valeurs. Finalement, après l'étape de séparation d'hydrogène par procédé PSA, nous obtenons un rendement final d'hydrogène de 79 grammes d'hydrogène par kilogramme de biomasse. Le reste de l'hydrogène, lui, est envoyé vers une chaudière pour produire de la chaleur. Concernant la réduction des goudrons le long du procédé, vous avez ici sur la figure pour les différents procédés l'évolution de la concentration des goudrons le long des différentes étapes clés du procédé. Nous constatons une réduction significative des goudrons après l'unité d'oxydation partielle. Par ailleurs, dans le cas où nous avons un réformeur, dans le premier scénario, nous avons une réduction additionnelle des goudrons. Et finalement, le laveur humide permet une réduction ultime des goudrons. Et l'autre intérêt de cette étape est la condensation de l'eau contenue dans le gaz de synthèse. Nous avons également pu faire varier l'impact de l'ajout d'oxygène dans l'unité d'oxydation partielle et en particulier son impact sur la température obtenue dans l'unité ou encore la réduction des goudrons, des différents types de goudrons à la sortie de l'unité. L'objectif visé étant d'abaisser la concentration de goudron à 2 grammes par normomètre cube en sortie d'unité d'oxydation partielle pour pouvoir l'admettre ensuite dans des unités de réacteurs catalytiques. En guise de conclusion, nous avons bâti un bilan matière-énergie détaillé pour 3 options de procédés de production d'hydrogène issus de biomasse. Cette modélisation avancée sur Aspen Plus a couplé différentes données, qu'elles soient expérimentales ou encore des données de simulation avec notre modèle de cinétique radicalaire sous Chemkin Pro. Nous avons dimensionné un certain nombre d'équipements et également évalué les quantités d'utilités consommables ou encore flux de déchets issus de ce procédé. L'ensemble de ces données nous est utile pour réaliser l'analyse technico-économique et l'analyse de cycle de vie que je vais vous présenter ici. Dans la littérature, les précédentes études menées se sont basées sur des unités de grosse taille allant jusqu'à 1500 MW, ce qui est une puissance énorme et représente des quantités de bois mobilisables très importantes et ainsi des distances de transport conséquentes étant donné la dispersion de la ressource. Un seul produit est visé dans ces études, uniquement l'hydrogène, alors que nous produisons également de la chaleur potentiellement dans ce type de procédé. L'impact des goudrons est également minimisé puisqu'ils ne considèrent généralement dans les étapes de modélisation que quelques-unes de ces espèces. Ces études ont abouti à des prix de production d'hydrogène de l'ordre de 2,60 € à 13,30 € par kilogramme d'hydrogène. C'est un coût actualisé à l'année 2020. La différence importante de ces coûts est principalement le résultat de l'échelle envisagée. Une production à très large échelle va permettre de diminuer les coûts, tandis qu'une production à plus faible échelle va avoir pour conséquence d'augmenter le coût de production. Peu d'études sont néanmoins disponibles à petite échelle, de l'ordre de dizaines de mégawatts, et nous visons plus précisément dans nos scénarios 3 produits à petite échelle. De précédentes analyses de cycle de vie ont également été réalisées sur des systèmes hydrogène. Et pour pouvoir comparer ces différents systèmes de production d'hydrogène, nous avons fixé l'unité fonctionnelle à 1 kg d'hydrogène en allouant les impacts sur une base énergétique, puisqu'ici nous avons une production de différents produits. La méthode retenue est celle communément utilisée pour les systèmes à hydrogène.
avec la base de données d'EcoInvent. Finalement, nous avons comparé nos différents scénarios à un système de référence, celui du réformage de gaz naturel, dont les données de l'inventaire de cycle de vie ont été reprises de la littérature. Nous revoici avec les différents scénarios envisagés. Nous allons inclure une première variante du premier scénario. Donc, notre scénario de base de gazification et réformage à l'unité territoriale se basait sur une unité de 20 MW, c'est-à-dire de l'ordre de 30 000 tonnes de bois par an, ce qui correspond à un transport de biomasse dans un cercle d'environ 50 km. Nous envisageons un scénario alternatif à plus large échelle, 100 MW, 5 fois plus important. Et dans ce cas-là, le transport de biomasse a été estimé sur un cercle de 150 km. Enfin, pour le dernier scénario de pyrolyse autotherme, nous envisageons deux scénarios alternatifs. Un premier qui vise la production de biochar, qui est ensuite vendu et brûlé, donc pour une application énergétique. En ce qui concerne l'analyse de cycle de vie, ce carbone contenu dans le biochar n'est pas considéré comme séquestré à long terme, mais c'est intéressant d'un point de vue économique, puisque nous avons un revenu pour l'unité. Finalement, le dernier scénario de pyrolyse autotherme suivi de séquestration du biochar, nous considérons dans ce cas-là que le biochar séquestré n'a pas de valeur économique, ce qui est une hypothèse discutable. Et par ailleurs, le biochar, lui, est séquestré à long terme, donc ce qui va nous générer un puits de carbone pour le biochar formé. Les hypothèses de l'analyse technico-économique vous sont résumées sur cette partie, avec en principales hypothèses les coûts de plaquettes de bois livrées s'établissant de 22 € à un peu moins de 27 € par mégawattheure. La différence de ces prix tient compte de la distance de transport. Pour 22 € le mégawattheure de biomasse, nous sommes pour une distance de 50 km, tandis que 27 € correspond à 150 km de transport. L'électricité est prise au niveau du marché pour un consommateur industriel de l'ordre de 80 € le mégawattheure. Nous avons également estimé la présence du personnel sur site et pour transporter la biomasse. Finalement, les coûts des équipements sont mis à l'échelle et actualisés à l'année 2020 d'après la littérature et des ABAC pour les coûts des équipements. L'erreur typique de ce type de méthode est de l'ordre de plus ou moins 30%. La rentabilité économique a finalement été évaluée pour atteindre un taux de retour interne à 7%, ce qui nous permet par la suite de calculer le prix de vente de l'hydrogène nécessaire à l'atteinte de cet objectif. Voici les résultats de l'analyse technico-économique et d'abord les coûts d'investissement nécessaires. On constate, en comparant les deux premiers scénarios, l'un à 20 MW, l'autre à 100 MW, une économie d'échelle notable. Par ailleurs, en ce qui concerne les scénarios de gazification et de pyrolyse autotherme, étant donné que nous n'avons pas la présence de réacteurs catalytiques, le coût en investissement est bien inférieur. Par ailleurs, si l'on regarde maintenant les coûts opératoires, nous constatons un coût opératoire bien plus important pour le premier scénario à 100 MW. Ceci est dû le coût global de la biomasse est bien plus important, tandis que le coût global ne l'est pas tant que ça. Donc pour le scénario de 100 MW, nous avons un prix de biomasse beaucoup plus important en raison du transport supplémentaire de la biomasse à 150 km à la place de 50 km pour les autres scénarios. Mais le coût de main-d'œuvre est lui inférieur, ce qui finalement, pour reprendre un peu mes propos, nous donne un coût similaire pour les unités de 100 MW et l'unité de 20 MW en termes de coût opératoire. Pour les scénarios de gazification et de pyrolyse autotherme, nous avons une consommation plus faible d'électricité, notamment pour la séparation d'hydrogène, des coûts de maintenance plus faibles étant donné que nous n'avons moins d'opérations, plus de réacteurs catalytiques. Par ailleurs, nous n'avons pas de réacteur catalytique et donc pas de coûts associés à l'achat de catalyseurs.
Le prix de vente minimum de l'hydrogène vous est présenté ici pour les différents scénarios, et en particulier, nous obtenons des valeurs allant d'environ 3 euros, un peu moins de 3,50 € à 5,50 € par kilogramme d'hydrogène. Ces prix sont à comparer au prix de l'hydrogène issu du réformage de gaz naturel selon les coûts historiques de l'ordre de 1 à 2 € par kilogramme d'hydrogène, et l'hydrogène renouvelable, notamment d'électrolyse, s'établissant entre 2,50 € et un peu plus de 5 € par kilogramme d'hydrogène. Donc la comparaison, notamment avec le réformage du gaz naturel, n'est pas très flatteuse, et c'était encore le cas il y a 6 mois. Mais nous avons constaté une augmentation brutale du prix de la matière première, le gaz naturel. Et si on met en relation prix du gaz naturel et prix de l'hydrogène, nous sommes passés donc pour le gaz naturel d'environ 20 € le mégawattheure à 90 € ces dernières semaines, ce qui amène à une modification du coût de production d'hydrogène, passant d'environ 2 € par kilogramme à 6 € par kilogramme d'hydrogène, suivant donc le réformage du gaz naturel, ce qui favorise d'autant plus ce type de scénario. Quelques mots à propos des impacts environnementaux que nous avons pu quantifier. Et tout d'abord, le potentiel de réchauffement climatique. Nous avons comparé à chaque fois le réformage du gaz naturel, procédé classique, aux productions d'hydrogène, suivant nos différents scénarios de gasification ou de pyrolyse. Nous obtenons donc un impact sur le potentiel de réchauffement climatique 10 fois inférieur dans nos scénarios, et plus précisément, dans notre scénario de pyrolyse isotherme suivi d'une séquestration de notre biochar, même un potentiel négatif, donc un potentiel de séquestration du carbone, évalué à moins 2,6 kg de CO2 par kilogramme d'hydrogène. Ces données sont à comparer avec la production de réformage du gaz naturel que nous avions évalué à 10 kg de CO2 par kilogramme d'hydrogène dans notre comparaison initiale. Mais si l'on tient compte en plus des fuites de méthane qui peuvent se réaliser au cours du procédé, elles peuvent être même évaluer ce potentiel de réchauffement climatique à 18 kg de CO2 par kilogramme d'hydrogène, d'après l'étude mentionnée. Par ailleurs, nous pouvons nous comparer également à l'électrolyse dans le contexte français, donc en tenant compte du mix énergétique français, le potentiel de réchauffement climatique est évalué à 1,6 et à 2,8 kg de CO2 par kilogramme d'hydrogène. Finalement, concernant les autres impacts, nous constatons un impact inférieur en ce qui concerne la destruction de la couche d'ozone pour nos scénarios de gasification. Néanmoins, pour d'autres impacts, la formation d'oxydants photochimiques et le potentiel d'acidification, nous constatons des impacts supérieurs, essentiellement causés par les flux de déchets. Finalement, pour faire une synthèse entre les impacts environnementaux et en particulier le potentiel de réchauffement climatique et le coût des technologies, nous avons évalué l'investissement nécessaire rapporté à la tonne de CO2 évitée, donc l'investissement nécessaire pour atteindre la rentabilité, en se comparant au système de référence, à savoir les émissions du réseau de chaleur moyen français et la production d'hydrogène issue du réformage du gaz naturel. Et nous aboutissons à des coûts variant de 120 à 210 € par tonne de CO2 évité, selon les hypothèses présentées sur cette slide. Et ceci est à mettre en relation avec les cibles du rapport Quinet, le coût pour l'action, qui a établi des valeurs les investissements nécessaires en termes de technologies moins émettrices de gaz à effet de serre pour atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050. Ces coûts ont été établis à 250 € par tonne de CO2 évité en 2030 et à 500 € à l'horizon 2050. Nous nous trouvons ici en deçà de ces cibles de coût pour l'action. En guise de conclusion de cette partie, donc nous avons vu que les prix de marché actuels pour l'hydrogène et la chaleur sont trop faibles pour parvenir à la rentabilité seule. Un soutien financier est donc nécessaire pour atteindre la rentabilité de ces filières.
Mais ce besoin financier pourrait être revu à la baisse, notablement à la baisse, avec un prix de gaz naturel durablement élevé. Les scénarios qui vous ont été proposés proposent donc des procédés proches de la neutralité carbone, voire même négatifs en carbone, pour la pyrolyse autotherme. Finalement, ces scénarios sont également pourvoyeurs d'emplois locaux non délocalisables, qu'ils soient directs sur le procédé et le transport de la biomasse, ou encore indirects, puisqu'ils permettent d'améliorer la rentabilité globale de la filière sylvicole française, et ce qui est également pourvoyeur d'emplois. Quelques mots pour résumer ces travaux et donner quelques conclusions et perspectives. Donc, nous avons, dans la première partie, établi un modèle cinétique détaillé d'oxydation partielle validé sur un gaz de synthèse réel, ce qui nous a permis ensuite de coupler ce modèle à une modélisation plus large de 3 voies de production d'hydrogène, de chaleur et de biochar, qui nous ont permis d'établir des bilans matière-énergie détaillés à l'échelle territoriale et quantifier notamment les besoins en utilité, consommables et différents effluents. Nous avons finalement comparé la pertinence économique et environnementale de ces différents scénarios et mis en lumière que ces procédés étaient plus de 10 fois moins émetteurs de gaz à effet de serre que le reformage du gaz naturel classique. Un soutien financier est nécessaire pour atteindre la rentabilité ou des prix de gaz naturel durablement élevés durant les prochaines années. Un potentiel de séquestration de carbone est proposé par le procédé de pyrolyse autotherme. Dans le contexte français de consommation d'hydrogène, nous pouvons évaluer le potentiel de développement avec des calculs un peu à la louche. Donc tout d'abord, nous avons une production en 2019 d'hydrogène qui s'établissait à 780 000 tonnes d'hydrogène cette année-là, avec encore une fois la distinction de l'hydrogène coproduit, de l'hydrogène qui est produit de manière dédiée pour la synthèse de l'ammoniac, les besoins nets en raffinage, etc. Ce qui nous amène à un marché adressable pour passer de l'hydrogène gris à de l'hydrogène renouvelable de l'ordre de 420 kilotonnes d'hydrogène par an. Donc ces quantités ont été évaluées dans un rapport pour France Hydrogène. Si nous envisageons, donc c'est le cas actuel finalement, un réformage du gaz naturel pour produire cet hydrogène, nous aboutissons à des émissions de CO2 de l'ordre de 4,2 à 4,6 millions de tonnes de CO2 équivalent annuellement. Si nous envisagions une production de l'ensemble de cette quantité d'hydrogène par électrolyse, cela nécessiterait la construction de 3 à 4 réacteurs nucléaires pour répondre à cette demande, ou encore d'installer une puissance installée d'éolien de 9,7 gigawatts électriques ou pour des panneaux solaires de 16,1 gigawatts électriques. En comparaison, donc l'éolien s'établissait en 2020 à 17,6 gigawatts et le solaire à 10,4 gigawatts en puissance installée. Les émissions associées, donc là en prenant des émissions moyennes sur le mix global, mix électrique français, nous abaisserions les émissions de CO2 de l'ordre de 0,7 à 1,2 millions de tonnes de CO2 par an. Finalement, par le procédé de gasification, le premier procédé de gasification proposé, dont cela nécessiterait la mobilisation de 2,09 millions de tonnes équivalent pétrole de bois. Notons toutefois qu'une part importante de l'énergie se retrouve sous forme de chaleur. Et à titre de rappel, donc la consommation totale de bois s'établissait en 2020 à 9,1 millions de tonnes équivalent pétrole, dont le bois industriel et bois énergie à 5,2 millions de tonnes équivalent pétrole sur la période 2011-2015. Nous pourrions envisager un recours accru au bois industriel et bois énergie pour le mener à 6,1 et 7,6 millions de tonnes équivalent pétrole à l'horizon 2035. Ce qui nous amène finalement à des émissions de CO2 équivalentes de l'ordre de 0,3 millions de tonnes de CO2 équivalentes par an.
En guise de perspective, donc, nous pourrions envisager l'utilisation d'autres ressources que du bois propre, telles que des ressources issues des déchets, comme les CSR. Ceci impliquerait des modifications importantes sur la chaîne de traitement du procédé pour abattre un certain nombre de polluants que nous n'avions pas ici dans nos scénarios. Par ailleurs, nous réalisons de la gasification sous oxygène. Cet oxygène est issu de la séparation de l'oxygène de l'air pour l'instant, mais nous pourrions envisager des synergies entre différentes technologies, en particulier, pourquoi pas, le couplage du gazifieur avec un électrolyseur, puisque l'électrolyseur produit à la fois de l'hydrogène et à la fois de l'oxygène qui est renvoyé à l'air. Cet oxygène pourrait être utilisé pour la gasification et améliorer la rentabilité économique de l'ensemble des deux technologies. Ensuite, la validation expérimentale de la pyrolyse autotherme suivie d'oxydation partielle serait nécessaire pour confirmer les résultats que nous avons obtenus et évaluer finalement des optimums en termes d'opération de ces technologies. Finalement, nous pourrions également valider le procédé hybride de séparation d'hydrogène et notamment sa tolérance vis-à-vis du gaz de synthèse et des polluants qu'il peut contenir. Une optimisation avancée pourrait nous permettre d'établir des architectures hybrides optimisées, également pour améliorer encore la séparation d'hydrogène. Je tenais à remercier mes directeurs de thèse, Guillaume Oviel et Yann Rogom, ainsi que le jury qui a bien voulu accepter de réviser ces travaux. Je tiens aussi à remercier mon comité de suivi de thèse qui m'a suivi durant ce projet, les organismes qui ont financé ces projets, donc l'Union européenne, la région Grand Est, mais également le plan d'investissement d'avenir avec le projet Impact Ulysse, Lorraine Université d'Excellence. Je tiens également à remercier l'ensemble de mes collègues avec qui j'ai eu le plaisir de pouvoir travailler et l'équipe Greener qui m'a accueilli pour ces différentes années. Je vous remercie.